19h45, la barrière information d'information du mercredi 15 mars 2023 et toutes nos excuses pour ce léger retard. Faire de la lutte contre l'esclavage un combat commun et consensuel entre la société civile et les gouvernements des pays du Sahel, c'est le thème du forum sous-régional du réseau G5 Sahel. Cette activité, dont les travaux vont durer 48 heures, a été présidée ce matin par le secrétaire général du ministère de la Justice. C'était ce matin au palais de Congrès, nous rapportent Ismaël Moumni et Soumaïla Abdoulaye. Faire de la lutte contre l'esclavage un combat commun avec le gouvernement des pays du G5 Sahel, objet de cette présence des organisations de la société civile du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, du Tchad, de la Grande-Bretagne et de la France à cette activité. Cette dernière est le forum annuel du réseau G5 Sahel. L'objectif principal est de réfléchir sur les voies et moyens permettant d'amener les gouvernements des pays du G5 Sahel à s'engager pleinement à travers la mise en place d'une stratégie coordonnée et croisée visant à éradiquer complètement l'esclavage et pratiques analogues à l'esclavage et leurs séquelles au Sahel. Permettez-moi de souligner qu'en marge de ces forums, des activités pré-forum ont été lancées entre le 13 et 14 mars 2023 par des défenseurs des droits de l'homme, membres du réseau G5 Sahel, des universitaires venus du Cameroun, de l'Europe et du Niger autour des stratégies innovantes de la suppression, voire l'éradication du phénomène de l'esclavage au Niger et dans la sous-région sahélienne. En effet, il s'est agi durant ces 2 jours de mettre en lumière la problématique de la persistance de l'esclavage à travers des recherches du réseau des chercheurs engagés dans le cadre du projet AFRAB, partager les résultats du projet L'aigle de l'esclavage au Niger, l'Esland exécuté durant 4 ans. La représentante de la directrice de la mission USAID Niger et celui du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont tous réaffirmé leur engagement à soutenir le réseau G5 Sahel dans sa quête de mettre fin à l'esclavage et à la traite des humains dans toutes ses formes. L'État du Niger, à travers le secrétaire général du ministère de la Justice, a également abondé dans ce sens. Au Niger, comme dans les autres pays du Sahel, le phénomène de l'esclavage persiste. Même si l'on doit à la vérité de reconnaître que c'est à des degrés divers en comparaison des autres pays. Et c'est pourquoi le gouvernement, conscient de cette situation, ne ménage aucun effort pour y venir à bout. Nous attachons une grande importance à la promotion et à la protection des droits de l'homme en général, et à la lutte contre toute forme d'esclavage en particulier. Resté pendant longtemps un tabou dans notre société, la problématique des pratiques esclavagistes a connu une réelle évolution ces dernières années, avec les actions entreprises par la société civile, avec comme leader l'association Timidria, et aussi, il faut le noter, avec le soutien et l'engagement des plus hautes autorités. Plusieurs panels vont être organisés au cours de ce forum qui va durer 48 heures, dont entre autres sur l'état des lieux de la lutte contre l'esclavage, sur le bilan des 5 ans d'existence du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage, mais également sur les défis et stratégies pour combattre l'esclavage. Ce jour 15 mars est célébré de par le monde la journée internationale des consommateurs, une journée célébrée par le cadre de concertation et d'action citoyenne à travers une conférence publique animée cet après-midi à la maison des citoyens. Édifier l'assistance et au-delà l'opinion publique nationale sur les enjeux de la commémoration de la journée internationale des consommateurs, tel est l'exercice auquel s'attelle le cadre de concertation et d'action citoyenne à travers la présente rencontre. À cet effet, à l'entame de son mot introductif, le modérateur de cette conférence a fait la genèse de la journée dédiée aux consommateurs. Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, le cadre de concertation, avec notamment Alternative Espace Citoyen Rotab, et le MPCR ainsi que Tournal La Page ont jugé utile de nous réunir ici pour un peu débattre sur
le rôle que doit jouer la société civile dans un contexte de cherté de vie, dans un contexte de corruption et dans un contexte d'impunité. Aujourd'hui, si nous revenons dans notre pays, notre contexte est caractérisé par une cherté de vie de plus en plus inquiétante et qui se caractérise par des prix excessifs des produits et des fixations de produits au-dessus du pouvoir d'achat des citoyens. Une journée célébrée cette année autour du thème « Quel rôle pour la société civile dans un contexte marqué par la cherté de la vie, la corruption et l'impunité » animée par 3 éminents conférenciers. On va parler de l'inflation parce que l'inflation, c'est aussi, pour schématiser, le seul impôt pour lequel on n'a pas besoin de légiférer. La deuxième chose que les gens ne voient pas, ce sont des mesures fiscales nouvelles. Il y a une des mesures, je suis certain que ça va avoir un impact direct. C'est une petite disposition de la loi, elle est pour les fiscalistes géniale, mais je vous assure que dans la vie pratique, ça va avoir des conséquences. C'est cette mesure qui consiste à dire on a créé une taxe sur l'incivisme fiscal. On est dans une situation aujourd'hui où le consommateur nigérien n'a d'autre choix que de consommer les produits importés. Parce que quand elle vous dit le montant, ce qu'elle mobilise comme budget pour arriver à son thé qui est de meilleure qualité, dont elle sait le contenu, qui vient de produits naturels, parce que ça va être l'oseille du Niger, elle sait où elle l'a levé, on sait que c'est bon pour... Mais ce thé-là, malgré tout l'investissement qu'elle a mis, le thé, il ne va pas être... Quand on prend le pouvoir d'achat du Nigérien moyen, le Nigérien moyen ne peut pas souffrir ce qui est produit au Niger. C'est aussi simple que ça. Donc, je commence juste par vous dire que ce serait bien qu'on consomme nigérien, mais il faut qu'on trouve un mécanisme pour que ce que le Nigérien produit coûte moins cher. Nous n'avons pas, jusqu'à présent dans notre pays, réussi à créer la dynamique citoyenne qui correspond aux obligations à charge de toutes les parties, qu'il s'agisse de l'État, des opérateurs économiques, les producteurs comme les commerçants, et aussi des citoyens consommateurs, pour que chacun, connaissant ses droits et ses devoirs, veille à ce que les règles du jeu soient connues et respectées. Alors, donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses très graves qui doivent se faire, qui doivent s'observer. Et les gens doivent avoir le courage de les assumer. La pertinence du thème a conduit l'assistance à réagir, qui pour des contributions dans ce combat contre la vie chère, qui pour des questions d'éclaircissement. Une photo de famille a immortalisé cet événement. L'école Hassan Banaba de l'association des sourds du Niger a servi de cadre ce jour pour un atelier de renforcement de capacités destiné aux jeunes polyhandicapés et leurs parents, à l'initiative de l'association Inclusion sans frontières ISF. Boubacar Ibrahim Abdou. Il s'agit à travers cet atelier de renforcement des capacités d'éclairer les jeunes polyhandicapés et leurs parents sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Un atelier organisé dans le cadre du projet Accès des jeunes polyhandicapés au service d'accompagnement porté par l'association Inclusion sans frontières. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de l'Inclusion sans frontières pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue donc, à cette assise qui nous réunit ici pour le renforcement de capacités de 10 jeunes polyhandicapés et leurs parents sur la convention et la guidance parentale. Donc effectivement, cette activité fait partie de l'axe 5 donc, des activités du projet Accès des jeunes polyhandicapés au service d'accompagnement. Et je suis sûr que
de la même façon que cet atelier s'est tenu à Tawa, avec le même formateur. Et nous espérons que ici aussi les jeunes de Niamey puissent donc suivre attentivement ce que les formateurs vont vous dire, donc, pour que vous ayez donc une notion sur la convention relative donc aux droits de personnes handicapées. Ils sont au total 10 les enfants, chacun accompagné par son parent, qui vont profiter de ce renforcement de capacité. Prenant la parole, le chef du projet a donné un aperçu de l'initiative. L'objectif de cet atelier, c'est de former les jeunes et leurs parents sur la convention relative aux droits des personnes handicapées et la guidance parentale. Et c'est aussi d'améliorer la connaissance et et la meilleure prise en charge des personnes polyhandicapées. Le résultat, c'est de former ces jeunes-là pour qu'ils sachent qu'ils sont des individus aptes à prendre des décisions eux-mêmes. C'est de promouvoir aussi le leadership transformateur des personnes polyhandicapées. Mise en œuvre par Inclusion sans frontières, le projet Accès des jeunes polyhandicapés au service d'accompagnement est financé par Oxfam à travers le programme Voice. À l'occasion de la Journée internationale des consommateurs commémorée le 15 mars de chaque année, une de nos équipes a tendu le micro aux consommateurs et revendeurs par rapport à la hausse du prix des produits. Nafissatou Yahya chez Bouguissou. Tout est devenu cher sur le marché. Cette phrase revient fréquemment chez les consommateurs aussitôt qu'ils franchissent les portes du marché. Cette situation perdure, c'est pourquoi la population appelle au bon sens des revendeurs. Voilà, ils sont ici. Tout a augmenté de prix sur le marché. Ce n'est pas comme avant. Nous demandons aux revendeurs de revoir ces prix. Pour les revendeurs, cette hausse du prix des produits découle de la situation économique qui prévaut. Avec les tracasseries routières et douanières, c'est normal que les prix de produits augmentent. Nous appelons à la patience des consommateurs. Dans les années antérieures, nous avons même l'habitude d'acheter le riz à 4 000 francs. Aujourd'hui, tout a changé. Rappelons que cette situation ne semble pas changer sur les marchés, même à quelques jours du mois de Ramadan, mois de grande consommation. D'espoir dans cette édition, dans le cadre des préparatifs des préliminaires de CAN I23, notre équipe nationale s'active à travers des rencontres amicales pour les préparatifs. C'est ainsi que le MENA va affronter le vendredi prochain la Zambie au stade général Séni Kounché. L'équipe s'est bien préparée pour affronter ce match, comme en atteste l'entraîneur et le capitaine de l'équipe. Nous préparons effectivement pour la qualification d'abord pour le troisième tour de la CAN U23 au Maroc, juin prochain. C'est justement dans ce cadre-là que nous allons jouer contre nos homologues de la Zambie vendredi prochain. Vraiment, tout se passe bien. Le travail, les joueurs sont très concentrés, ils savent ce qui nous attend le 22 mars prochain contre le Soudan. Donc ce match vient à point nommé parce que ça va nous permettre vraiment de faire des réglages, n'est-ce pas? Et vraiment, surtout par rapport aux joueurs internationaux qui sont dans une région timidement sûrement, mais sûrement. Donc vraiment tout le groupe est presque complet. Donc ce match en tout cas va nous permettre vraiment de tirer beaucoup d'enseignements avant la rencontre contre le Soudan le 22 mars prochain. Pour ce match du 22 mars prochain, le groupe est à 80%, j'allais dire complet. Et il reste 4 joueurs, n'est-ce pas, qui ne seront là que le 20 mars prochain, donc la 20 veille du match. Toujours est-il que vraiment il y a des joueurs locaux qui peuvent le remplacer au poste, pour ça il n'y a pas de problème.
Donc il y a un ou deux nouveaux qui ont rejoint le groupe. Il y a aussi des absents. Il y a Tarakoum qui sera avec Léa, il faut le connaître, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Bali est blessé. Et Sabo aussi n'a repris la compétition qu'il y a une semaine. Donc c'est à cette occasion que nous avons cédé, n'est-ce pas, Tarakoum à la demande du sélectionneur national. Parce que vous savez, les U23 sont un réservoir naturel de l'équipe A. Voilà, donc il y a aussi l'autre, comment il s'appelle, Ibrahim Harouna, qui n'est pas dans cette sélection-là cette fois-ci, parce qu'on a jugé que vraiment seuls les joueurs qui sont compétitifs peuvent prendre part à cette double confrontation, parce que c'est la phase finale, c'est le dernier tour qualificatif, donc il faut vraiment composer avec des joueurs qui sont vraiment compétitifs. Actuellement, on a un bon état d'esprit. Tous les groupes se sentent au top. Tous les joueurs se sentent en forme pour affronter les suivants. Vous-même, vous avez contesté, c'est tellement tactique. Donc, notre coach est un technicien. On a confiance en lui. On discute beaucoup. Parce que c'est une chance qui s'offre à nous. Parce que cette chance-là, ça peut changer toute notre vie. La CAN a institué les Jeux olympiques. Le Niger n'a jamais participé. Et nous, on veut écrire l'histoire. Pourquoi doit s'attendre le Niger par rapport à cette différentes confrontations de U23? Inch'Allah, on ne va pas les décevoir. On aura notre ticket pour la CAN. Notre rubrique hebdomadaire à présent, la chronique juridique, elle traite aujourd'hui de la comparution, une reconnaissance préalable de culpabilité, un thème développé par maître Moustapha Amidou Niébé, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui permet de rendre la justice de manière rapide, simple et moins coûteuse. Toutes les fois où une personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, eh bien on dit sur sa demande ou sur la demande du procureur de la République, à condition que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie soit punie d'une peine inférieure à 10 ans. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas que la personne soit un mineur. Donc, relativement à la peine, une peine inférieure à 10 ans. Quant à la personne, il faut que la personne soit un majeur sur le plan pénal. Donc, c'est cette personne qui est âgée de plus de 18 ans. Si le procureur décide de faire application de cette procédure, soit sur sa demande, parce qu'il a aussi cette possibilité de faire la proposition à cette personne qui, en réalité, s'est déjà amendée. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, une faute avouée et à moitié pardonnée. Voilà une personne qui reconnaît avoir commis l'infraction, qui donne les détails nécessaires pour cette commission de l'infraction. Eh bien, on dit le procureur de la République peut décider de son propre chef de lui faire la proposition. Donc, il faut comprendre qu'à ce stade, on n'est pas encore à une décision devenue définitive. Ça reste une proposition de peine. Là, la personne qui a reçu cette proposition, eh bien, a cette possibilité d'accepter ou de refuser. Et on dit aussi que la personne peut demander un délai de 3 jours pour réfléchir sur la peine qui lui a été proposée. La deuxième situation, c'est que une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qui se retrouve dans les deux conditions que nous avions citées ci-dessus, peut demander au procureur de la République de lui faire le bénéfice, de lui donner le bénéfice de cette procédure, qui permet de juger de manière rapide. Eh bien, pour le déroulement de la procédure, le procureur lui fait d'abord
un résumé des faits qui lui sont reprochés. La qualification pénale, les faits en tant que tels, et le procureur lui fait une proposition de sanction, une proposition de peine. Là, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est une procédure qui demande à ce que la personne soit assistée par un conseil. Si la personne a les moyens, si la personne a déjà son conseil commis par lui-même, par ses choix ou par ses parents, eh bien, le procureur en prendra acte. Si la personne n'a pas les moyens, eh bien, on dit le président du tribunal de la juridiction qui va connaître l'affaire sera appelé à lui désigner un conseil commis d'office. La seule exception, on dit, c'est quand la personne poursuivie renonce de manière non équivoque à cette assistance. Parce que l'objectif étant de mieux conseiller la personne pour que la personne ne soit pas lésée. Parce que seuls les avocats, ou disons les avocats, sont à même de comprendre si une peine est juste ou pas, au regard des faits de l'espèce. Eh bien, on dit, la personne sera conseillée, sauf si la personne décide de renoncer. La peine proposée par le procureur de la République, on dit, ne peut être supérieure, je dis bien supérieure, à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur de la République peut décider de son chef de faire assortir l'intégralité de cette peine proposée ou une partie de cette peine proposée par une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Au-delà de la peine d'emprisonnement, il y a aussi une peine d'amende. Et là, le législateur nous dit, cette peine d'amende ne peut être supérieure au montant de l'amende encourue, ni inférieure à la moitié de cette amende. Donc, la loi a vraiment bien encadré cette procédure, de telle manière qu'il y a une proposition qui a été faite, mais cette proposition doit rester dans les termes de la loi. Parce que j'expliquais tantôt que la peine d'emprisonnement ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue. Si c'est de l'amende, ça ne peut être supérieur au quantum de cette amende, ni inférieur aussi à la moitié de cette peine d'amende. Et bien après cette proposition, si la personne décide d'accepter directement la peine qui lui a été proposée, eh bien le procureur de la République signe avec cette personne ce qu'on appelle un procès verbal de reconnaissance préalable de culpabilité. On signe un procès verbal où on fait démontrer d'abord, on explique la qualification, les faits d'abord pour lesquels la personne a été poursuivie, la qualification juridique donnée par le procureur de la République, la peine proposée, d'abord la peine encourue pour l'infraction, et puis le procureur revient pour donner la peine proposée. Et là, si la personne décide de donner son accord sur le champ, eh bien, la mention de cet accord va mentionner sur le procès verbal. Et les deux parties signent le dit procès verbal avec le conseil, soit désigné par la personne, soit commis d'office. Eh bien, là, si la personne n'a pas de conseil, elle peut décider de renoncer de manière non équivoque à l'assistance d'un conseil. Et bien dans ce cas, si le procès verbal a été signé, on dit, au-delà du procès verbal, il faut que le dit procès verbal soit entériné par un juge. Donc là, on renvoie le dossier à un juge, à une audience. Le jour même, s'il y a une audience en cours ou le jour le plus proche, on fait enrôler le dossier. S'il y a une partie civile dans la procédure, on fait appeler cette partie civile pour lui expliquer que voilà ce sur quoi le procureur s'était entendu avec la personne poursuivie. Voilà la peine qui lui a été proposée. Voilà l'acceptation de cette peine. Eh bien,
qu'est-ce que la personne a à dire par rapport à ses intérêts civils. C'est extrêmement important. Parce qu'une partie civile n'a rien à voir avec la peine d'emprisonnement qui lui a été proposée, qui a été proposée à la personne poursuivie. Certes, c'est elle qui a été directement souffert de l'infraction, mais pour ce qui est de la peine, c'est du ressort du ministère public. La partie civile est là pour préserver ses intérêts civils. Eh bien, on va appeler cette partie civile pour se prononcer sur ses intérêts civils. Quand le dossier arrivera à l'audience, le président de l'audience va vérifier la réalité des faits. Qu'en est-il des faits? Est-ce que les faits existent? Après cette vérification, le président va vérifier la qualification juridique donnée par le procureur de la République. Eh bien, après cette qualification juridique, le président va vérifier la peine qui a été proposée. Parce que, comme je le disais, tout doit rester dans les limites de la loi. Si tout est OK, eh bien, il revient au président maintenant de demander à l'audience est-ce que la personne poursuivie accepte cette transaction pénale. Eh bien, si la personne accepte, là, le président va juste constater cette transaction et homologuer ça. Mais si la personne refuse à l'audience d'accepter cette proposition, eh bien, le président, disons, va rejeter cette demande de transaction pénale. Ou l'autre situation, c'est que le président peut de lui-même constater que les conditions qui doivent être remplies pour que cette transaction ait lieu ne sont pas là, eh bien, le président peut de lui-même rejeter cette transaction pénale. Ce qu'il faut aussi soutenir, c'est que il y a certaines infractions qui ne peuvent pas connaître de cette procédure. C'est l'article 379-10 de notre code de procédure pénale qui nous donne la réponse. On dit cette procédure n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles ci-après. Elle n'est pas applicable aux infractions d'introduction, de fabrication, de culture et vente de substances psychotrophes punies de peine criminelle. Elle n'est pas non plus applicable quand pour des faits impliquant plusieurs personnes, toutes ne l'acceptent pas. Si par exemple une infraction commise par 2 ou 3 personnes, une personne accepte cette proposition, les autres refusent d'accepter cette proposition, eh bien, cette transaction pénale ne peut trouver application. C'est le cas aussi d'une infraction portant sur la fausse monnaie, le délit de fuite, les séquestrations et arrestations arbitraires, l'aliénation de la liberté d'autrui, les atteintes à la pudeur, les actes impudiques sur mineurs de même sexe, les mutilations génitales féminines. C'est pour vous dire que depuis un certain temps, parce que c'est une révision de 2007, donc depuis un certain temps, le législateur a vraiment créé les conditions pour qu'il y ait une justice accélérée et une justice plus juste pour ces personnes qui reconnaissent leur tort. C'est cela aussi la justice, c'est la célérité. C'est cela aussi la justice. C'est pour permettre à ce que ces personnes ne se retrouvent pas dans des dossiers qu'ils vont traîner derrière eux toute leur vie. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que même le dossier qui se trouve en instruction, la personne qui reconnaît les faits peut, par son biais ou par le biais de son avocat, écrire une correspondance officielle au procureur de la République où il va retracer les faits qui lui sont reprochés, il va reconnaître les faits qui lui sont reprochés et faire cette proposition au procureur de la République de lui faire application de la reconnaissance, de cette procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Donc, depuis un certain temps, je vous dis, nos juridictions ont commencé à faire application de cette procédure
Tout ce qui reste à dire, c'est que le commun des mortels doivent aussi s'en saisir de cette situation pour demander le bénéfice de l'application des dispositions 379-1 à 379-10 du Code de procédure pénale.